Où le vin nous emmène-t-il? Où nous transporte-t-il? Que produit-il en nous? Toutes ces questions naissent autour de ce liquide si particulier. Un produit proche du religieux et du sacré, mais dont la compréhension semble souvent inaccessible. Or, n'est-il pas là pour faire le lien entre nous, le ciel et la terre? C'est parce que nous avons la sensation de ne rien comprendre, de ne pas y avoir accès, que nous nous sentons parfois si loin du vin. Bruno Queugnoux invite le goûteur à descendre en lui, à s'imprégner et surtout à se faire confiance, à désapprendre à déguster, à abolir la frontière qui existe entre l'amateur et l'expert. Le vin, depuis la nuit des temps, il amène à l'ivresse. Il amène à l'ivresse, on a confondu avec l'alcool, mais il y a une autre ivresse, c'est-à-dire que dès qu'on met le nez sur un verre de vin, il y a déjà quelque chose qui se passe. On ouvre une bouteille, il y a déjà quelque chose qui se passe. À chaque fois que quelqu'un débouche une bouteille sans s'en rendre compte, il est en train de perpétuer quelque chose qui vient de la nuit des temps, et c'est toujours la même, c'est la rencontre humaine. C'est la rencontre avec quelqu'un. Donc il y a ça, et puis après, évidemment, il y a tout ce qu'il y a derrière le vin. Quand c'est un vin au sens vin, véritablement, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas, et même à mon avis assez peu le cas, c'est quelque chose qui, à l'intérieur de lui, a une magie qui vient des profondeurs de la terre, avec la rencontre de la lumière, et qui va, par un métabolisme lent, une métabolisation lente, une véritable digestion dans les cuves et dans les fûts, qui va permettre de libérer une lumière qui va nous atteindre. Et ça, c'est vraiment le début de la convivialité. Mais d'où vient cette lumière qui est présente dans le vin? Cette magie, d'où provient-elle? La vinification telle qu'elle a été donnée par les moines cisterciens et clunisiens en Bourgogne, elle vient d'une compréhension alchimique. On n'est pas dans du hasard, on n'est pas dans du naturel, on est dans quelque chose qui est supranaturel. C'est pas chimique non plus, évidemment, c'est pas de la synthèse, mais c'est supranaturel. Et le vin vient de cela. Et là, ça demande une connaissance des rythmes, une connaissance des gestes, un accueil du vin comme sujet, c'est-à-dire que la vigne déjà, puisque au départ la vigne est une liane et l'homme va la contraindre au nanisme et à s'enraciner, elle est une liane qui court sur le sol et l'homme va en faire la plante fructifère qui va s'enraciner le plus profond dans la terre. C'est déjà un message énorme. Il y a un rapprochement avec l'humain. L'humain, il cherche la lumière extérieure toujours, alors qu'on sait très bien que son cheminement pour transformer ces ténèbres, ça passe par une descente à l'intérieur. De là, la prière, la méditation, le respire, etc., qui va nous emmener à travailler sur l'intérieur. Et ce n'est pas une culture au sens extérieur comme on a aujourd'hui. La culture, c'est de tout transformer en mythologie intérieure et métaboliser dans son intérieur. La vigne, c'est ce qu'on va lui demander. Et en allant chercher les profondeurs de la terre, qui sont inconnues pour l'homme, parce que avant le phylloxéra, quand on plantait une vigne qui n'était pas greffée sur un puits américain, contrairement à aujourd'hui, on pouvait avoir des racines jusqu'à 50 mètres de profondeur, dans une roche. C'est complètement fou. Et puis derrière, prendre ce raisin qui porte en lui cette force incroyable de la terre qui s'est transformée en monde végétal et en fruits, on va, et par la métabolisation de la lumière en même temps, on va écraser ce raisin pour les vins rouges, écraser ce raisin, les piétiner, les faire mourir quelque part, les amener à une certaine mort, parce qu'il n'y a pas de renaissance sans mort, il n'y a pas de résurrection sans mort, et bien tout doucement va s'orienter, donc au départ une dissolution, une dégradation de cette matière organique, et en même temps, de ce raisin, on va en faire quelque chose d'absolument incroyable qui n'est pas du jus de raisin fermenté, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui. Ce n'est pas une boîte de conserve, une bouteille. C'est quelque chose qui, au contraire, les gestes du grand vigneron, ça va être de continuer cette métabolisation, cette digestion de cette matière organique pour la minéraliser, c'est-à-dire que, eh bien, si on prend les termes anciens, c'est une dégradation, une décomposition, une dissolution pour qu'il y ait une coagulation qui veut dire pas densification. À l'époque, ça ne voulait pas dire ça. Coagulation, c'est coaguler, c'est-à-dire mettre ensemble, c'est unir les contraires, c'est unir la lumière et la terre.
le feu et l'eau, etc. Comment passer d'un monde du fruit végétal au monde du vin, c'est-à-dire au monde du sacré? Et ça a pris évidemment du temps. Je pense que d'après tous les historiens aujourd'hui et les études qui ont été faites, on ne trouve pas d'endroit dans le monde et de période où on a autant sophistiqué la vinification, cette métabolisation. Et alors qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive, si vous voulez, à ce degré d'essentialisation, où tout s'est uni, hein, on n'a pratiquement plus de scorie extérieure, on n'est plus que dans l'essence. Eh bien, il y a une pureté, on est vraiment dans la purification de la matière, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du mystique, et de l'ordre plus que de l'énergétique, on est dans l'ordre de l'invisible. Aujourd'hui, on fait plein de vins qui sont des vins dégustables, mais où il n'y a pas d'invisible, il n'y a pas cette force magique qui est libérée. Et c'est pour ça que la Bourgogne est en train de redevenir un petit peu la Mecque du vin dans le monde. Les vignerons américains viennent voir, tout le monde. Parce que pendant des années, les modèles, c'était les grands Bordeaux noirs, épais, tanniques, boisés. Puis d'un seul coup, on dit, ah oui, mais on s'en lasse, et puis en fait, on voit bien que les gens n'ont plus d'intérêt pour ces vins-là. Et même le Bordelais est en train de changer, de revenir, ils vont être obligés de revenir au terroir, à cette lumière du terroir. Révélation de la lumière de la matière, c'est ça qu'on cherche. Pour révéler la lumière de l'homme, évidemment. Beaucoup de vins ne sont plus comme ça, puisque justement, on va chercher la puissance extérieure, on va chercher à séduire le dégustateur, celui qui note, qui met les notes, le journaliste, le critique, le sommelier, le caviste, le client. On va essayer de le séduire le plus vite possible, parce qu'en plus, on est dans un monde où on va vite. Donc, il faut que quand le client goûte, il soit séduit. Donc on va lui faire du velours, on sait faire le velours, on n'a pas besoin du terroir. On sait faire beaucoup de fruits, des fruits noirs, on va cueillir sur mûri. Alors que la cueillette du raisin, elle se fait, il y a une fourchette très courte pour capter le moment où le raisin, il n'est pas encore mûr, il est mûr. C'est juste là, parce que la sève de la vigne fonctionne encore, elle l'hydrate encore, elle lui donne encore ses forces. Et quand elle arrête, c'est trop tard. Donc c'est, encore une fois, c'est pour ça que le cheminement du vin, il est partout, si vous voulez, dans le sacré pour l'homme. C'est-à-dire qu'il est dans un ressenti, dans un état d'écoute énorme. Et le grand vigneron va mettre 40 à 50 ans de sa vie à toucher cet impalpable, là aussi. C'est ici, chez Yves Legrand, à Issy-les-Moulineaux, dans le cadre remarquable des crayères du chemin des vignes, que Bruno Queugnoux a reçu les insignes de chevalier des arts et des lettres. Il semble que dans cette distinction, c'est toute la magie du vin et son invisible qui retrouvent leur place. Ce poète, qui parle de la vibration d'un vin, ouvre une nouvelle voie, une nouvelle approche plus intuitive, plus naturelle de boire le vin. En fait, ce qui est déjà important, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que déjà comprendre qu'on est tous différents, qu'on ne peut pas déguster comme le dégustateur, l'expert, le meilleur dégustateur du monde, etc. On ne peut pas déguster comme lui. Tout simplement, pas plus mal, pas mieux. C'est qu'on n'est pas le même. Donc, rien que le fait de savoir ça, j'ai donné mais combien de fois confiance aux gens qui se sont mis à parler de la relation qu'ils avaient au vin, de leur ressenti, alors que jamais avant ils n'avaient osé. Simplement de dire, mais tu ne peux pas sentir la même chose que moi puisque tu es différent. Voilà. À partir de ce moment, là, ça libère les choses. Et puis, il y a encore autre chose qui est encore beaucoup plus important qu'on n'accepte pas dans notre monde, c'est l'inconstant. On est dans le constant, puisqu'on est dans la sécurité, on met des barrières partout. Eh bien, le fait d'accepter l'inconstant, c'est-à-dire que je ne suis jamais le même. Il y a une minute, et maintenant, je suis déjà plus le même. Il y a déjà plein de cellules en moi qui ont changé, et il y a des forces qui sont passées en moi qui ne sont plus les mêmes. Alors, je suis un peu plus le même que tout à l'heure par rapport à hier, mais je change sans cesse. Heureusement, sinon je serais une momie. Et il y a plein de gens qui vous disent « moi je ne change jamais, je suis toujours le même ». Jacques Puiset, quand il a monté l'Institut du goût, il a fait venir des experts du vin et il les a fait goûter le vin dans des pièces jaunes, vertes, etc. Les vins, il ne décrivait pas les vins du tout de la même façon. Un muscadet frais,
dans une pièce jaune paraissait presque puissant comme un vin de la vallée du Rhône, et dans la pièce verte, il paraît acidulé et frais. Donc vous voyez les écarts de gustation que l'on a, de perception, autant que notre regard. Donc du coup, ça permet de dire, maintenant, ici et maintenant, je sens ça, je ressens ça, je vis ça avec le vin. Voilà. Et même s'il y a le plus grand expert du monde à côté de moi, c'est pas grave. C'est pas grave parce que lui, il va apprendre beaucoup de choses de vous. Peut-être plus que vous apprendrez de lui, parce que lui, il sera peut-être resté dans l'école, et il sera peut-être le clone du prof qui lui-même est le clone de son prof, qui lui-même est le clone de son prof. Ça fait 150 ans que ça dure. Donc il faut faire gaffe. J'ai pas envie d'être un clone, et donc voilà. Et des fois, je connais certains sommeliers qui ont mis 40 ans, 50 ans à s'émanciper. Certains jamais. Donc tout ça va nous ouvrir. La dégustation, soit on apprend à déguster de façon classique, moderne, soit, comme je disais, on rentre dans la gustation, et là, tout doucement, on va ouvrir beaucoup plus de possibles. Et la cognitivité ne va pas suivre un seul circuit comme avec la dégustation, ça va ouvrir plein de circuits, parce que l'émotionnel va être aussi libéré. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur des dégustateurs et sur des gens, tout simplement, qui aimaient le vin, simplement. On leur a fait goûter des vins, des mauvais, des bons, etc. Et puis, des vins qui avaient des gros défauts, parce que des mauvais, des bons, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui vont trouver un vin bon et d'autres pas bons, parce que c'est une histoire de goût. Mais quand même, il y a des vins qui ont des gros défauts œnologiques, des bactéries, des choses comme ça. Eh bien, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on prenait l'imagerie cérébrale des dégustateurs, 90% des dégustateurs ne faisaient fonctionner que le cerveau analytique, même sur un très bon vin. Ils étaient capables de dire « c'est un très bon vin ». Mais par contre, il n'y avait aucune émotion. Donc ils passaient à côté du souffle, de quelque chose qui va les traverser. Alors que les gens qui étaient à côté, qui n'y connaissaient rien mais qui aimaient le vin, quand il y avait un vin qui leur plaisait, il y avait quelque chose qui s'allumait du côté émotionnel. Voilà. Beaucoup moins du côté analytique. Donc ça veut dire que les deux peuvent passer à côté de quelque chose. Voilà. Mais je préfère être à la place du non-dégustateur. Parce qu'au moins, lui, il prend du plaisir. Et quand on se lance dans le vin, je pense, dans le métier, c'est un peu dommage de passer à côté du plaisir du vin, parce qu'on est quand même souvent un peu plus chanceux que la moyenne d'aller goûter des choses un peu sympas. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est que tout ça est une question de mise, de posture, et que plus on va avoir une posture préhensive, moins on va bloquer par nos certitudes, notre contrôle, etc., moins on va bloquer l'ouverture de ces synapses. Voilà. Ce qu'on sait aujourd'hui, surtout, ce qui a été important et qui donne raison à des gens comme moi qui, depuis une trentaine d'années, se bagarrons, c'est qu'on nous a éduqués dans l'idée qu'on avait, sur la langue, 4 types de neurorécepteurs. Sucré, salé, amer, acide. Moi, j'étais persuadé qu'on en avait beaucoup plus. Et les gens me disaient, mes pères me disaient, mais non, c'est la rétronasale, c'est parce que ça passe par le nez. Moi, je ne fais jamais de grumage. Le geste, vous savez, avec un super bruit, là, voilà, des dégustateurs. Non, moi, je mâche, comme les anciens. Et en fait, donc, je ne passe pas du tout par la rétronasale, et pourtant, je capte plein de choses. Et on me disait, non, tu te trompes. C'est obligatoirement du sucré, de l'amer, de l'acide ou du salé. 4 saveurs seulement. Et puis là, dernièrement, il y a une quinzaine d'années, un Japonais a découvert qu'on avait des neurorécepteurs pour capter le umami. Et puis, tout récemment, on vient de découvrir qu'on a des neurorécepteurs qui permettent de ressentir le manganèse, le cuivre. Et puis, il y a un neuroscientifique, il y a 2 ans, qui a découvert qu'on avait, sous les papilles connues, des petites papilles, des champs de papilles, qui ne se mettaient en fonction qu'avec la salive. Alors ça, c'est très embêtant, donc il se fout beaucoup des sommeliers et des dégustateurs, parce qu'il dit les dégustateurs n'utilisent pas la salive, donc toutes ces papilles sont en veille et pas en éveil. Donc en fait, on se rend compte qu'on a sans doute beaucoup plus de possibilités. Les champs d'exploration aujourd'hui sont énormes, autant au niveau des neurorécepteurs, donc des récepteurs, que des neurorécepteurs. Donc évidemment que la dégustation analytique telle qu'elle a été conçue après-guerre va être remise en cause dans les années qui viennent et pour le plus grand des bonheurs. Ces vins d'exception qui invitent au voyage ne peuvent provenir que de lieux particuliers où une union secrète
une affinité forte et un respect profond se sont établis entre la vigne et son maître. Ce qui est important, c'est la posture du vigneron en fait. Aujourd'hui, on raconte biodynamie, bio, plein de choses, les vins en amphore. On est passé des buveurs d'étiquettes aux buveurs de discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous vend des discours avec des techniques, le nouvel Eureka pour faire du grand vin. Alors aujourd'hui, si on n'a pas une amphore à la maison pour faire du vin, on n'est pas un grand vigneron. Évidemment que les grands vignerons n'ont pas besoin de passer par là. Ce qui va compter, c'est la posture. C'est-à-dire, c'est une grande humilité face au terroir. Les gens qui racontent tout ça, qui ont besoin de tout ça, n'ont pas confiance en leur terroir. Ils ne libèrent pas, ils ne sont pas dans la libération du message. Ils sont dans la construction d'un goût et donc ils ont besoin tous les ans de rajouter quelque chose, de chercher quelque chose. Évidemment que la vigne, travailler la vigne, l'amener, parce qu'elle est quand même très fragile, évidemment qu'il faut trouver. Alors aujourd'hui on travaille avec des huiles essentielles, des petites choses, mais fondamentalement, pour libérer, accueillir, déjà l'humus de la terre. L'humus de la terre va être important. Pourquoi ça s'appelle aussi humus? Parce que déjà il y a l'humilité dedans. Donc un humus, deux humus dans le même sol, faits par deux vignerons, ne seront pas les mêmes. Celui qui sera dans l'humilité de sa terre, qui fera un humus, qui va collaborer à l'humus pour justement libérer les forces de la terre. Et celui qui veut faire un humus, parce que lui, il veut avoir un bon humus. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ça commence là. Et puis après, la vigne, elle ne se comportera pas pareil, parce qu'elle connaît son maître. Hein. Le chef de culture, elle le connaît, elle va l'entendre. Eh bien, c'est toujours pas vouloir attendre la récolte, etc. C'est être heureux avec ses vignes, vivre quelque chose avec ses vignes. C'est pas évident une année comme cette année, hein, parce que la nature, elle est dure, hein, elle est un peu comme la tempête avec le marin. Et puis après, dans la vinification, soit on cherche à construire un goût, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école aujourd'hui. On veut construire un goût, le goût de Bordeaux c'est comme ça, et puis en plus le goût de Bordeaux qui a un 100 sur 100 au Parker ou un 100 sur 100 chez un tel, c'est comme ça. Donc on veut faire ce goût-là. Mais on est en corruption avec son terroir. Le terroir, chaque année, il est différent, puisque le vin, c'est un ici et maintenant. C'est une année, hein, c'est une énergie de temps, et le terroir, c'est l'espace. Donc c'est un croisement entre ces deux énergies et celle de l'homme, qui va unifier le temps et l'espace dans le vin. Et on ne peut pas le faire, on ne peut pas le fabriquer, on ne peut pas le construire, on ne peut que le libérer. Donc c'est vraiment un accueil du raisin et pour transcender. Donc c'est des gestes comme le tailleur de pierre. Le tailleur de pierre, il libère la pierre, donc il l'écoute chanter, il la voit, il voit déjà un peu ce qu'elle a à raconter quand il va la prendre, quand il va la choisir dans la carrière. Déjà, il y a quelque chose qui va se passer. Si le tailleur de pierre part du principe avec du laser de dire « je vais faire une pierre comme ça, comme ça, comme ça », sans avoir jamais vu la pierre, il y aura corruption. Et il n'y aura pas de rayonnement, il n'y aura pas de sacré. Le sacré va venir justement de cette posture. Sinon, on va densifier, le souffle ne sortira pas, le souffle sera éteint par la pensée. Une pensée volontariste, possessive, c'est cum damné, condamné. Cum damné, c'est pire que juger, c'est enfermé dans. Donc on va mettre dans la coquille, ça va être enfermé. Et on va rentrer dans une carbonisation. Voilà. Alors que si on est dans cette humilité, alors c'est pas facile, hein, parce qu'il y a des années où le vigneron se pose des questions. Moi j'ai vu des vignerons aller dormir dans leur chai pour laisser venir le message, parce que dans la journée, ils n'arrivent pas à entendre. Ils se disent en dormant, peut-être que je vais entendre. Alors il faut se méfier de tous ces discours, parce que ça peut être aussi beaucoup de folklore. Mais en tout cas, je connais un vigneron par exemple, il vient à 4h du matin, avant qu'il y ait ces vendangeurs qui viennent, ces gars qui viennent dans le chai, pour se dire cette année, je sais pas, je sens pas, et là à 4h, il fait silence dans la cave, il n'y a que le vin et moi, et j'évite de penser, j'évite de réfléchir, j'essaie d'écouter ce qui se passe. Le vin va peut-être lui parler, va peut-être lui raconter quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui vous disent « moi je parle à mes vignes, je parle à mon vin ».
Mais est-ce que c'est pas plutôt la vigne qui doit parler, ou le vin qui doit parler, plutôt que l'homme? Parce que l'homme, il sait parler, il n'y a pas de problème. J'en suis un témoignage. Donc, voilà. C'est vraiment une posture autre, et d'accepter que le vin soit ce qu'il sera. J'avais écrit une phrase quand j'ai démarré dans le vin qui disait le vigneron est devant son vin, tel un père devant son fils. Il le guidera durant l'enfance et l'adolescence. Ensuite, il l'aimera en spectateur, désolé ou enchanté. Mais il l'aimera.